Bonjour à tous et bienvenue sur le live de la chaîne YouTube du lycée Louis Vincent. Nous sommes avec la Web TV et nous recevons aujourd'hui 3 membres des entreprises de Mathieu Bard, Colas et ThyssenKrupp. Bonjour. 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 Alors, est-ce que chacun votre tour, vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Donc moi c'est Ismaël Bourgoin et je suis ingénieur études de prix chez de Mathieu Bard. Bonjour, je suis Yannick Del Castillo, je suis adjoint d'exploitation chez Colas, leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport. Et moi c'est Baptiste François, j'ai 21 ans, je suis apprenti ressources humaines chez ThyssenKrupp depuis maintenant septembre. D'accord. Quelle formation avez-vous suivi pour arriver à ce poste? Donc moi j'ai fait un parcours classique on va dire, donc collège, lycée, bac S. Ensuite j'ai suivi 2 années de prépa et puis après je suis allé en école d'ingénieur. Et puis donc maintenant depuis 5 ans je suis chez de Mathieu Bard en études de prix. Moi j'ai suivi un parcours classique également, j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur avec prépa intégrée pendant 5 ans, et puis ensuite je suis rentré en entreprise où j'ai gravi les échelons. Et moi j'ai fait un bac général avec mathématiques, physique, chimie en option. J'ai ensuite fait un BUT GEA à l'IUT de Metz et là actuellement je suis à l'ICN en programme grandes écoles pour mon master. Ensuite, pouvez-vous détailler un petit peu plus précisément votre parcours professionnel? Parcours professionnel en études de prix, après mon école d'ingénieur j'ai fait une année chez de Mathieu Bard en tant que coordinateur études travaux avant de rejoindre les équipes d'études de prix ici à Metz pour le compte des grands projets. Et globalement ouais, c'est ça mon parcours. Moi j'ai démarré par une courte période de chef de chantier, ensuite je suis passé à la conduite de travaux, puis j'ai fait chef de secteur et maintenant je suis donc adjoint d'exploitation. Et moi j'ai l'occasion de faire des stages, notamment chez ADECO en première année de mon BUT. C'est une formation qui permet de faire des stages toutes les années. Donc la première année j'étais chez ADECO, la deuxième année j'ai fait 4 mois chez de Mathieu Bard, l'entreprise qui est à ma gauche. Et là cette année du coup je suis en master chez ThyssenKrupp. Quelles sont vos missions et responsabilités au quotidien, entre guillemets votre journée type? Ma journée type ça va dépendre. Globalement ma principale mission c'est de répondre aux appels d'offres. Donc un appel d'offres c'est une collectivité, on va dire un pouvoir public qui va lancer un appel d'offres pour pouvoir faire un projet de construction. Et donc mon objectif à moi ça sera de répondre à cet appel d'offres là, donc en proposant au client diverses solutions techniques, lui proposer un prix aussi pour son projet. Et puis donc ça sera en concurrence avec d'autres entreprises et puis l'entreprise qui aura la meilleure solution, le meilleur projet remportera l'appel d'offres quoi. Alors les missions d'un conducteur de travaux, comme son nom l'indique, c'est le pilote du chantier, donc c'est lui qui assure la gestion financière, administrative, technique des travaux. Il a des rôles variés qui tiennent de la communication, du juridique, du relationnel. On rencontre beaucoup de personnes. Ma journée type n'existe pas. Le grand avantage de notre métier, c'est de ne pas avoir de journée type. Toutes les journées sont différentes, chaque chantier est différent, donc chaque jour est un nouveau challenge et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu pareil pour moi, j'ai pas vraiment de journée type. C'est encore différent parce que je viens de commencer en septembre, donc pour moi c'est tout nouveau. Mais si vous voulez connaître quelques missions, il y a la gestion des mails forcément, parce que je suis chargé de la formation, donc il faut placer des personnes en formation. Et de notre côté, en habilitation, c'est les choses qui vont leur permettre d'accéder ou non au chantier et sur ligne à des postes spéciaux. Et il est intéressant et nécessaire de les planifier, et donc ça va être globalement mon travail. Quelles sont les compétences et savoir-être à avoir pour votre métier? En compétences, je dirais, c'est un peu comme dans tous les métiers, c'est avoir une maîtrise, pour l'étude de prix spécifiquement, avoir une maîtrise, on va dire, des outils basiques, on va dire, de bureau type Excel, Word, etc. Excel qui sert beaucoup. D'outils, on va dire, et logiciels un peu plus spécifiques, pour ceux qui connaissent AutoCAD, Project, et puis aussi de logiciels de prix, mais bon, ça vient à force de faire le métier. Autre compétence, un peu de curiosité aussi, parce que dans les dossiers qu'on reçoit des clients, forcément, il n'y a pas tout le temps toutes les informations qu'on souhaite. Donc c'est savoir creuser, poser les bonnes questions, ne pas hésiter à poser les questions.
Avoir aussi un relationnel client parce qu'on fait pas mal de consultations, donc on consulte d'autres entreprises sur certains projets. Et donc savoir parler, savoir bien s'exprimer pour en retour recevoir les informations qu'on veut et ce dont on a besoin. Et puis aussi un peu d'adaptabilité, pardon, parce que dans nos métiers, on n'est jamais tout seul. Et donc aussi savoir s'adapter, on va dire, aux besoins du client, aux besoins des sous-traitants. Donc, savoir, on va dire, s'organiser pour anticiper les contretemps, on va dire, et pouvoir arriver au bout donc, d'une remise d'offre. Bon, c'est à peu près pareil, c'est des métiers qui bénéficient d'une grande autonomie, donc il faut savoir faire preuve de rigueur. Mais ce qui est plus important, c'est la motivation et de la pugnacité. À partir de là, tout peut s'apprendre. Donc, à partir du moment où vous êtes motivé, que vous avez envie, le reste suit naturellement. Donc, pour moi, le critère principal, c'est de l'envie. Et quant à moi, j'aurais tendance à dire aussi la rigueur, parce que c'est un tout nouveau poste que j'apprends et il est nécessaire de ne pas faire d'erreur, surtout en habilitation. C'est encore une fois, c'est un aspect sécurité. S'il y a un accident et que la personne n'est pas habilitée, donc n'avait pas le droit de faire la chose pour laquelle elle s'est blessée, ça peut être un gros souci. Donc il va être intéressant et nécessaire surtout d'être rigoureux de ce côté-là et aussi essayer d'être autonome, parce que le but, c'est en tout cas en tant qu'apprenti d'être un appui pour l'entreprise et pas un frein, et je pense que l'autonomie est très importante. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre métier? Ce qui me motive le plus, c'est de un, j'ai envie de dire la diversité des projets qu'on va étudier. Donc ça peut passer, pour mon cas en tout cas, ça peut passer à un bâtiment industriel classique ou à une station de métro ou un stade de foot par exemple, ou un pont. Donc c'est assez varié en fonction des entreprises avec lesquelles on va bosser. Ça permet d'apprendre toujours des choses. C'est assez stimulant, on va dire, intellectuellement. Et puis aussi, il y a un petit côté compétition, on va dire, qui est jamais mauvais. C'est-à-dire, quand tu réponds pour une entreprise en concurrence avec une autre entreprise, il y a ce petit côté challenge-là de se dire, j'ai envie d'avoir la victoire et j'ai envie de remporter le projet. Pour moi, ce qui est le plus motivant dans mon travail, c'est de voir le résultat final. On a la chance de faire dans les travaux publics, de réaliser des ouvrages qui sont concrets. Quand on passe avant et après nos chantiers, on voit quand même une différence. Et donc c'est toujours agréable de passer même plusieurs mois après sur un chantier en se disant tiens, j'ai participé à faire cet ouvrage. Ce qui est motivant aussi, c'est de travailler en équipe, parce qu'on ne fait rien tout seul. Donc travailler avec les gars, les motiver, les faire évoluer, c'est aussi très gratifiant dans ces métiers. Pour moi, ce qui me motive le plus, c'est le fait d'avoir un poste à responsabilité. C'est assez important ce que je gère. Donc c'est très important que ce soit bien fait, et je me réveille tous les matins en me disant qu'en allant au travail, je vais accomplir quelque chose d'intéressant pour l'entreprise, et il est nécessaire pour moi d'avoir une vraie motivation à se lever au travail, sinon c'est vraiment pas la peine. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner une petite fourchette concernant votre rémunération? Globalement, ça dépend, on va dire, des profils des différentes personnes. Mais en étude de prix, je pense que ça peut aller de 35 000 bruts annuellement à 55 000. Donc en fonction comme je disais, du profil, donc de sortie d'école ou à un stade assez élevé, à une position de manager. Oui, effectivement, ça dépend le profil du candidat. Mais aujourd'hui, un ingénieur sorti d'école est rémunéré chez nous au-delà de 40 000 € bruts l'année. Quant à moi, c'est un peu particulier. Je vais vous parler d'une rémunération qui va être nette par mois, ça sera plus simple. Un apprenti en ressources humaines, il va toucher entre 1000 et 1500 €. Mais l'intérêt surtout de l'apprentissage, c'est que l'école est payée par l'entreprise. Il faut savoir que mon master se déroule à l'ICN, et l'ICN, c'est environ 14 000 € l'année. Donc si on prend tout le package rémunération, on me paye entre 1000 et 1500 €, plus on me paye l'école. Donc c'est quand même pas négligeable pour un étudiant. Très bien. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaite se lancer dans votre métier? J'ai envie de dire des conseils classiques. Être motivé, curieux comme je disais un peu avant. Et puis surtout, c'est un conseil qu'on dit souvent, ne pas hésiter à te poser 2 questions. Et c'est vraiment un truc qui est super important, ne pas rester bloqué sur des sujets sur lesquels on bloque, et vraiment poser des questions. Et puis comme il disait tout à l'heure, on n'est jamais seul dans notre métier, et donc c'est en équipe. Et voilà, ne pas hésiter d'aller voir les autres et avancer ensemble.
Moi, le conseil que je donnerais, c'est de venir essayer. On est ouvert à toute proposition de stage, d'alternance. Il n'y a pas de souci, il faut venir essayer. Et généralement, l'essayer, c'est l'adopter. Et moi, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est de participer à des salons comme celui-là, c'est très important. Moi, je fais de l'alternance là cette année. Je pense que c'est un réel tremplin pour une carrière. Ça peut permettre de tester des métiers. Il ne faut pas hésiter à venir poser des questions, être intéressé. Et je pense que c'est comme ça qu'il est le plus facile à l'heure actuelle de gravir les échelons dans les entreprises. D'accord. Quelles sont les différentes craintes que vous avez pu avoir avant de vous lancer dans votre métier? Les différentes craintes en études de prix, comme je disais, c'est on chiffre des projets. Donc la principale crainte, c'est de s'être trompé sur un prix et donc parce qu'on répond quand même pour l'entreprise, on a envie de dire, même si on est soutenu par la hiérarchie, mais il y a toujours une petite crainte d'avoir oublié un bout de projet et de l'avoir mal chiffré, globalement. C'était plutôt une crainte de légitimité. J'avais jamais travaillé dans les travaux publics. J'avais fait des études spécifiées dans ce domaine, mais je n'avais jamais réellement travaillé à part mes stages dans ce métier. Et finalement, j'avais peur de ne pas forcément être à la hauteur, mais l'entreprise nous accompagne bien. Il y a des formations en interne les premières années et finalement, tout s'est très bien passé. Pour moi, la crainte principale, c'était de ne pas être à la hauteur aussi. C'est une crainte qui est légitime quand on est en alternance parce qu'on débute dans le monde de l'entreprise. C'est pas facile forcément de se faire sa place, mais on est bien accompagné, on n'est pas laissé tout seul. Et il ne faut pas hésiter à pratiquer, je pense, l'alternance. Ça peut être un bon moyen de progresser. Pour vous, quelle est la meilleure qualité humaine à avoir pour exercer votre métier et à l'inverse, le pire défaut qu'on peut avoir? Quelle est la meilleure qualité pour exercer votre métier humainement et ainsi que le pire défaut? La meilleure qualité, j'ai envie de dire, je sais pas. L'ouverture, on va dire, le relationnel client, la relation avec les autres. Comme je l'ai beaucoup dit, discuter avec tout le monde, être respectueux, être rigoureux. Le pire défaut, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le profil solitaire et ne pas savoir travailler en équipe. Parce que du coup, on a toujours besoin des autres, on est soutenu de la même façon qu'on a des craintes. Il y a les autres qui sont là pour nous soutenir et inversement. Donc, relationnel. Relation à l'humain et au client. Oui, clairement, je suis totalement d'accord avec Ismaël. La plus grande des qualités, ça sera la curiosité aussi, savoir poser les questions. Après, les métiers de la construction, c'est des métiers qui se font en équipe, c'est un travail d'équipe. Donc, le plus gros défaut, ça va être l'individualisme. Être seul, c'est sûr, on va encore la catastrophe. Pour moi, je pense que les plus grosses qualités, en tout cas, ça va être le fait de travailler en équipe et surtout l'écoute de ses collègues. On n'a pas forcément la science infuse. Il faut savoir se remettre en question et ne pas hésiter à poser des questions et à écouter l'avis de tout le monde. Et je pense que le pire défaut, à contrario, ce serait d'être complètement borné et de se faire sa propre idée sans concerter les autres. À quel âge avez-vous su que vous vouliez pratiquer ce métier? Moi, je suis assez tard. Donc en sortie de prépa, j'avais 19 ans. Donc après les concours de prépa. On passe les concours à dire pour rejoindre pas mal d'écoles, mais après mieux réflexion, en fait, le fait de travailler dans un métier où tu construis quelque chose et qui est visible et qui reste, qui sera visible sur une longue durée, c'est quelque chose d'assez stimulant, j'ai envie de dire, et puis d'assez plaisant aussi, quoi. Et moi aussi, j'ai eu connaissance de mon métier actuel que très tard. J'ai fait des études généralistes pour ça parce que je ne savais pas vraiment vers où m'orienter. Et puis une fois que j'ai trouvé ma voie, ça allait tout seul, donc à mes 18 ans. C'est encore un petit peu particulier parce que je suis encore en formation. Donc le but, c'est de vérifier que ça me plaît. Là, j'ai signé pour 2 ans. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'avais fait un stage plus ou moins dans le même domaine l'année dernière. Ça s'était bien passé aussi. Donc techniquement, je pense que je suis sur la bonne voie. Il y a énormément de jeunes qui ne savent pas quelle voie prendre. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes, notamment concernant votre métier? Est-ce qu'il est ouvert ou... Globalement, comme tous les métiers, en fait, moi, je pense que j'ai été aussi un petit peu dans cette situation-là, ne pas savoir ce que je voulais faire. Et donc, j'ai essayé de m'ouvrir, on va dire, le plus de portes possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi une prépa et puis après une école d'ingénieur. Et globalement, un conseil que je pourrais donner, c'est qu'en soit...
avec la volonté, en fait, tout est apprenable et et avec la volonté et l'expérience, on va dire, tout est apprenable et on apprend à faire un métier. Et donc, c'est de ne pas avoir peur de tenter des choses. Comme on a tous dit, en fonction de nos parcours, il y a différents stages qui vont apparaître durant le cursus scolaire. Donc, c'est de voir un peu tout et puis, au fur et à mesure, il y en a un qui va se détacher des autres et puis aller vers ce métier-là, quoi. Oui, après, nous aussi l'avantage d'intégrer une société comme la nôtre. Chez Colas, on a une palette de métiers qui est très, très diversifiée, qui est très étendue. Et que même si le métier de base ne vous correspond plus ou ne vous plaît plus, vous pouvez changer. Il y a des passerelles assez faciles en interne. Donc c'est aussi un atout d'être dans une grosse société comme la nôtre. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à des jeunes? C'est de se lancer, de ne pas avoir peur d'essayer des choses, de partir, voir des entreprises et ne pas avoir peur de l'échec non plus. Souvent on se lance peut-être dans des études qui ne nous plaisent pas forcément, par peur de les changer, etc. N'hésitez pas à essayer de trouver votre voie et une fois que la voie sera trouvée, normalement ça sera du tout droit. Comment, dans vos entreprises respectives, s'établit la relation entre cadre et employé? Comment s'établit la relation entre cadre et employé dans vos entreprises? Globalement bien, j'ai envie de dire. Comme on disait, de toute façon, on est tous amenés à travailler ensemble, donc il n'y a pas forcément... il y a le lien hiérarchique, on va dire, qui existe sur le papier, mais globalement, tout le monde discute avec tout le monde. Et en tout cas, chez De Mathieu Bard, et puis, c'est un groupe qui est de base assez familial, donc il y a une très bonne entente. Il n'y a pas forcément de... Non, il n'y a pas de... il n'y a pas, on va dire, je peux pas dire qu'il y a une relation particulière entre les cadres et les employés, non. Tout le monde est logé au même statut, et puis chacun, on va dire, joue son rôle dans l'équipe et on avance tous ensemble, quoi. Oui, la relation entre les cadres et les ouvriers ne pose aucun souci. C'est une relation qui se fait normalement. Je veux dire, les uns sans les autres, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde a besoin de travailler ensemble, main dans la main. C'est un chantier, c'est comme une rivière à traverser en bateau. S'il y en a un qui est sur le bateau et qui ne veut pas ramener dans le bon sens, on ne traverse jamais la rivière. Donc ça se passe en très bonne entente et ça se passe très bien. Et quant à nous, la relation cadre-employé, elle se place plutôt bien. Par exemple, si je prends mon cas, on a eu 2 semaines d'intégration en usine pour essayer de comprendre les enjeux et ce qu'on faisait au travail. On a la possibilité de discuter avec pas mal de personnes qui sont sur ligne, justement, et la possibilité de remonter les informations aux besoins. Et quant à nous, le service ressources humaines, on a une réunion quotidienne, quasiment, et on a une réunion en tout cas toutes les semaines pour faire un point sur ce qui va pas et ce qui s'est passé sur ligne aussi. Donc les employés sur ligne ne sont pas laissés à l'abandon et on en parle assez souvent dans les réunions SEQDC du coup. Nous avons beaucoup parlé des points positifs de vos métiers, mais qu'en est-il des points négatifs? Les points négatifs, donc qu'est-ce que je pourrais dire en points négatifs? Alors, globalement, il y a des périodes, on va dire, où, comme dans tous les métiers, il y a des périodes où on aura beaucoup plus de travail qu'à d'autres moments. Mais globalement, ces périodes-là, on va dire, sont assez courtes. Et puis, ça reste quand même stimulant, on va dire. Le plaisir est beaucoup plus fort, on va dire, à la fin de ces périodes-là, quand on voit qu'on est arrivé au bout. Et donc, ce serait ça le point négatif. Mais après, on réussit toujours à concilier, on va dire, vie privée, vie professionnelle. Donc, pour moi, ça reste un beau métier. Alors moi je ne parlerai pas vraiment de points négatifs, je dirais que chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Je veux dire, c'est un métier d'encadrement, donc forcément on a des responsabilités, donc on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et du coup effectivement, des fois le plan de charge peut être dense en une semaine et il faut savoir pouvoir y répondre. Mais globalement ça se passe très bien aujourd'hui, et notamment avec des solutions de télétravail où on arrive à facilement travailler n'importe où. C'est des métiers qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup évolué, donc... Voilà, il n'y a pas vraiment de points négatifs à l'heure actuelle. C'est vrai que de mon côté, je ne parlerai pas non plus de points négatifs, le mot est un peu fort. J'aurais tendance à dire que souvent, il y a des semaines qui sont peut-être très chargées et le volume de travail peut être compliqué à gérer si on n'a pas la bonne organisation ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en point négatif, il n'y en a pas réellement. C'est plus des difficultés liées au poste, mais c'est normal parce que c'est un poste quand même qui requiert quelques responsabilités. Donc il ne faut pas non plus les délaisser, il faut les accepter et les surmonter. D'accord. Nous rappelons que vos 3 entreprises sont partenaires du club À Tout Talent. En quoi, selon vous, ce club peut-il être utile aux jeunes et aux entreprises? À Tout Talent, le club À Tout Talent.
En quoi ce peut être utile? Aux entreprises et aux jeunes. Parce que c'est toujours bon, on va dire, d'avoir ce genre de passerelle-là qui permettent le lien entre les entreprises et les jeunes. Comme cette web TV où on peut décrire un petit peu nos salaires et puis nous trois on a dit un petit peu, on a découvert nos métiers, on va dire, et nos choix de carrière assez tard, et pouvoir en parler, on va dire, un peu plus jeune et mieux savoir en fait se cadrer, ça peut être toujours bien pour les talents et pour les entreprises de savoir un peu, de connaître un peu plus la personne le plus tôt possible pour les accompagner et pourquoi pas les rejoindre l'entreprise après, quoi. Oui, c'est important de se faire connaître, de montrer qu'on est là, qu'on existe. Nous, on recrute dans tous les domaines, on recrute de l'ouvrier au cadre à tout niveau. Et donc c'est important ce genre de manifestation pour pouvoir se faire connaître et pouvoir répondre aux questions. Et puis, Et moi, je pense que ça peut être intéressant de participer à ce genre de forum. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi de nous faire connaître, c'est vrai. Mais on a eu l'occasion d'échanger pas mal avec des collaborateurs, des choses comme ça. Il y a beaucoup de monde qui est passé aujourd'hui. Ça permet d'avoir des nouveaux profils et de se faire connaître et que les personnes aient une première image et une première bonne image de notre entreprise. Il est nécessaire de participer pour nous à des salons comme ça parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc je pense que participer à des forums comme ça peut être que bénéfique. Donc, nous venons de parler du club À Tout Talent. Mais donc, qu'est-ce qui a motivé votre venue à Auriaction aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a motivé ma venue ? C'est déjà dans un premier temps le plaisir, on va dire, de parler de mon métier. Si ça peut aider quelqu'un justement, quelqu'un qui a écouté justement cette interview-là, en fait, de savoir et de connaître un nouveau métier et voir vers quoi il faut s'orienter, c'est bénéficiaire pour tout le monde. Moi, c'est un salon que j'avais fait quand j'étais étudiant à l'époque pour chercher mon école d'ingénieur. À l'époque, les entreprises n'étaient pas présentes sur ce salon, donc il n'y avait pas de possibilité de rencontre d'entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que les filières en alternance se développent énormément. Nous, on accueille à tout niveau, de l'ouvrier jusqu'au cadre. Donc ça nous semble essentiel maintenant d'être présent sur ce genre de manifestation en tant qu'entreprise pour pouvoir proposer nos postes en alternance et expliquer aux jeunes ce qu'on fait et pouvoir les orienter. C'est à peu près le même cas que vous en soi. J'ai été présent à ce salon en tant qu'étudiant il y a maintenant quelques années. C'est ici que j'ai trouvé ma formation, donc mon BUT. Et c'est à peu près ça qui m'a motivé à venir ici. On m'a proposé de venir hier et aujourd'hui du coup. Et j'ai accepté directement parce que pour moi, parler de l'alternance en étant alternant ou à l'heure de mes stages précédents, ça peut être quand même un appui et peut-être une référence pour certaines personnes qui ne savent pas forcément quoi faire. Et j'étais à leur place il n'y a pas longtemps, donc je les comprends. Donc je pense que c'est nécessaire de se présenter sur ce genre de salon. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, il est si important pour les entreprises de recruter des jeunes ? Globalement, soudainement, c'est eux qui vont permettre à l'entreprise de continuer à travailler. C'est important en fait, et pourquoi des jeunes, c'est important, on va dire, d'avoir du sang neuf. Comme on disait, nos métiers ont beaucoup évolué. Et donc avoir des jeunes qui vont maîtriser, on va dire, de nouvelles technologies que les plus anciens entre guillemets ne connaissent pas forcément, c'est toujours bon pour une entreprise et donc ça lui permet de se renouveler. Oui, une entreprise c'est un organisme vivant, donc c'est quelque chose qui évolue, donc on a toujours besoin de recruter des gens pour remplacer les anciens qui s'en vont et pour pouvoir s'adapter aussi aux nouveautés. Le monde des travaux publics a énormément changé ces 10-15 dernières années en intégrant beaucoup plus des solutions environnementales. Et donc on est aussi à la recherche de profils qui sont plus experts sur ces domaines-là. Donc c'est toujours important de pouvoir recruter des nouveaux talents. Et si je parle pour mon cas, je pense que recruter des jeunes, ça peut permettre de donner une nouvelle vision à l'entreprise. Alors sans prétention, mais en tout cas avec ce qu'on apprend à l'école et à travers nos différentes expériences, je pense qu'il est intéressant de prendre le point de vue de tout le monde en compte et d'avoir un œil nouveau sur ce qui se passe avec, par exemple, si je prends l'aspect ressources humaines, tout ce qui va être les nouveaux SIRH, c'est des systèmes d'information qui vont très vite. Les nouvelles technologies vont super vite aussi. Donc je pense que pour être le plus connecté avec les nouvelles générations, il est intéressant de se pencher justement sur ces dernières. Est-ce qu'il est simple pour les jeunes, justement, à l'heure actuelle, de s'intégrer dans les entreprises et quels sont les obstacles qu'ils peuvent y rencontrer ? Je vois pas forcément d'obstacles qui empêchera, on va dire, des jeunes de s'intégrer. En tout cas, moi, pour mon expérience personnelle,
Enfin, comme je disais, on est assez bien encadré. Il y a toujours quelqu'un d'un peu plus expérimenté, qui est là, on va dire, pour nous soutenir et nous aider dans les décisions qu'on a à prendre. Il y a aussi des équipes, on va dire, assez jeunes, donc ce qui permet, donc c'est beaucoup plus simple, avec qui tu peux discuter, en qui tu te vois aussi quelque part. Et donc l'intégration se fait relativement bien avec une bonne équipe qui est là pour t'encourager, pour t'encadrer. Oui, à partir du moment où il y a de la motivation, l'intégration se fait sans difficulté. Chez nous aussi, il y a des systèmes d'accompagnement par binôme selon les différents postes sur lesquels vous êtes embauché. À partir du moment où il y a de la motivation, il y a de l'accompagnement. Et puis si jamais il y a la moindre difficulté, il faut savoir la faire remonter à son supérieur et on prendra les décisions pour améliorer la chose. Je sais que peut-être pour moi, le principal frein, ce serait peut-être la peur de l'échec. On ne va pas tenter de faire des choses parce qu'on a peur que ce soit mal reçu ou qu'on fasse des erreurs. Le problème, c'est qu'en ayant cette démarche-là, on ne s'améliore jamais. Et je pense que la communication, c'est le plus important. Ne pas hésiter à parler à son tuteur si ça va mal, si l'intégration est compliquée. Mais normalement, si l'entreprise est soucieuse, tout va bien se passer. Si je prends mon cas, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci, on m'a mis à l'aise tout de suite, on m'a fait comprendre où était ma place et on ne m'a pas mis du tout à l'écart. Et je peux discuter en cas de souci avec mes supérieurs. D'accord. Et nous savons qu'à l'heure actuelle, il est extrêmement important de fixer des normes écologiques. Et dans des grandes entreprises, comment ces normes sont-elles appliquées ? Globalement, il y a des services dédiés justement à tout ce qui est environnement. La direction et la hiérarchie générale, on va dire, pousse dans ce sens-là justement en entraînant, on va dire, les équipes à respecter donc l'ensemble de ces normes-là. Dans les réponses aux appels d'offres qu'on fait, c'est toujours assez cadré. Le client demande aussi énormément, on va dire, d'innovation et de propositions, on va dire, nous pousse à faire des propositions, on va dire, qui vont dans le sens justement de l'écologie, sur des méthodes de construction bas carbone. Et donc la transition se fait très bien et il y a pas mal de process, on va dire, qui sont déjà mis en place dans nos métiers justement pour permettre de viser, on va dire, ces objectifs de décarbonation générale qui sont mis en place maintenant. Oui, tout à fait. Les entreprises de construction, et Colas en particulier, développent des solutions environnementales depuis plusieurs années. On est présent sur tous les sujets, forcément. On a des objectifs en interne poussés en décarbonation. Voilà, donc concrètement au quotidien, c'est des camions aujourd'hui qui roulent avec des biocarburants, c'est des véhicules électriques pour les collaborateurs, c'est des enrobés qui sont moins chauffés pour économiser de l'énergie. Donc c'est des solutions qu'on est capable et qu'on met déjà en place et qu'on œuvre tous les jours sur ce sujet. Et d'un point de vue environnemental, je sais que l'entreprise est très soucieuse. Elle essaye de recruter au maximum de nouvelles personnes pour essayer de respecter les nouvelles normes. Il y en a beaucoup à respecter au légal, mais aussi pour essayer de grandir éco-responsablement finalement. Il y a énormément de réunions entre la direction, la prod et les personnes sur ligne pour essayer de comprendre les enjeux, ce qui est nécessaire de garder ou ce qui peut être simplifié et pour faciliter l'environnement finalement. Eh bien, nous allons devoir nous arrêter là. Merci à vous trois d'être venus pour notre émission. Merci à vous d'avoir écouté. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.